L'invité du Grand Direct ce soir, c'est l'historien et académicien français Pierre Nora. Bonsoir à vous, bienvenue Bonsoir. Sur ce plateau. Vous êtes à Tel Aviv parce que vous venez de recevoir un prix universitaire très prestigieux décerné par l'Université de Tel Aviv. C'est le prix Dan David, qui récompense quoi en fait? Une contribution majeure à une science, en l'occurrence l'histoire? Pas seulement, c'est un prix prestigieux qui a une profonde originalité par son fondateur, Monsieur Dan David, qui est mort il y a quelques années et qui a fondé ce prix il y a 13 ans, et qui consiste en 3 registres: passé, présent, avenir. Alors le passé, c'est presque obligatoirement des historiens, le présent plutôt des philosophes, et l'avenir plutôt des scientifiques. Cette année, la session était dédiée à la mémoire. C'est pour ça qu'ils avaient pensé à moi, qui a organisé un peu les études d'histoire de la mémoire en France sous le titre Lieu de mémoire. Et l'avenir, c'était plutôt l'intelligence artificielle, et le présent, c'était 3 chercheurs sur la Alzheimer maladie. Donc c'est une connexion comme ça. Voilà, très intelligente, ouais. très originale, et qui mériterait d'être davantage connu à l'étranger, parce que c'est un prix très rare, en fait, qui, d'une certaine façon, a l'ambition d'être quelque chose comme une forme de prix Nobel complémentaire, et qui le sera probablement un jour très connu à l'étranger. Bon, en tout cas, il se symbolise pour l'instant par ce petit badge que vous portez sur votre veston. Qui m'a été remis hier. Voilà, et qui est donc l'incarnation de ce prix Dan David. Alors, Pierre Nora, votre travail sur la mémoire, qui a fait une référence aujourd'hui et qui a visé, on va dire, les principaux lieux de l'histoire de France. Est-ce que vous auriez aimé faire la même chose ici, en Israël? Oui, je suis même étonné que ça n'ait pas été encore fait. Peut-être ce sera fait rapidement, parce que c'est fait beaucoup dans tous les pays d'Europe, dans beaucoup de pays d'Asie. Ça commence aux États-Unis, c'est fait en Russie, et je suis presque étonné que ce pays d'Israël, qui est pavé de ce que j'ai appelé des lieux de mémoire, c'est-à-dire des lieux où se cristallisent, se sédimentent, s'entassent une forme de sentiment d'appartenance à quelque chose, ne soit pas davantage étudié. Est-ce que le fait que ce soit un territoire disputé finalement par 2 peuples, est-ce que ça peut expliquer aussi que ce soit peut-être compliqué d'organiser justement une politique? Peut-être pas. Ouais. Je crois que c'est parce que Israël tout entier est un lieu de mémoire, et est ce que j'ai appelé un lieu de mémoire, qu'il est probablement difficile de le diviser en lieux de mémoire. Ouais, c'est peut-être une des explications. Alors, en France, vous aviez décidé de vous intéresser à ces lieux. Alors, on avait dit à l'époque peut-être que c'est une mémoire sélective pour un pays que de choisir des lieux. Qu'est-ce que vous aviez répondu à ces... C'est très simple, Ouais. c'est que je n'avais pas du tout l'intention de faire une étude systématique et un puzzle ou une tapisserie de la mémoire française. J'avais l'intention de prouver le caractère de connaissance possible que cette notion neuve de lieu de mémoire pouvait représenter. Et donc c'était la démonstration, si vous voulez, que je voulais faire, et non pas du tout un dictionnaire des lieux de mémoire français. Par conséquent, c'est ensuite, devant la réussite, si j'ose dire, de cette entreprise en 7 volumes, qui a compté près d'une centaine de collaborateurs sur 10 ans, que finalement, comme l'a dit d'ailleurs Jacques Le Goff, un grand historien français mort il y a quelques mois, qui a rendu compte de l'œuvre dans le journal français Le Monde, ce n'est pas une histoire de France, disait-il, mais c'est l'histoire dont la France a aujourd'hui besoin. Ouais. C'est-à-dire non pas une histoire systématique, une histoire narrative, mais des coups de sonde, des tentatives exploratoires sur des lieux, des objets aussi différents que des commémorations, des dictionnaires, des noms de rues, l'Académie française, c'est-à-dire tous ces objets, tous ces lieux, au sens matériel comme au sens idéal, enfin abstrait du mot, qui cristallisent quelque chose du sentiment national. Et écoutez, c'est tout simple. Prenez le drapeau français, prenez la Marseillaise. Eh bien, la Marseillaise n'avait pas été étudiée par des historiens parce qu'on n'éprouvait pas le besoin d'en faire l'histoire, on vivait avec. En quelque sorte, elle était intériorisée. Et il a fallu finalement qu'elle devienne
un champ qui était peut-être moins militaire que sportif, pour qu'aujourd'hui, où la Marseillaise, justement, n'est plus habitée par ce sentiment national et peut-être nationaliste, on s'interroge sur son histoire. Mais aujourd'hui, on voit que ça crée encore toujours des passions, notamment en politique. On a vu que la ministre de la Justice, qui a eu peut-être la maladresse de comparer cela à un karaoké, eh bien, s'est retrouvée au centre d'une vive polémique en France. Oui, je crois que j'allais terminer cette polémique de toute façon et que c'est elle qui en est sortie vainqueur. Ouais. Mais est-ce que c'est justement, il y a des choses comme cela auxquelles on n'a pas le droit de toucher? Parce que non, c'est pas qu'on n'a pas le droit de toucher ça. C'est que tous ces lieux historiques sont aujourd'hui devenus des lieux assez largement conflictuels. Et c'est précisément, je crois, ce caractère conflictuel qui fait s'interroger sur eux. C'est parce qu'ils ne sont plus spontanément habités par la manière d'être nationale, parce qu'il y a une forme de distance et de contestation peut-être de ces lieux, parce que ce sont des symboles à demi effacés de notre sentiment collectif. Et il y a un moment aussi où on se disait peut-être le drapeau national n'est plus à la mode, comme on dit. En tout cas, on avait peur parfois de s'approprier ces couleurs. Est-ce que c'est dangereux pour un pays, justement? Mais oui, je peux vous dire, par exemple, que j'ai été sollicité d'aller commenter un grand film français classique de Jean Renoir qui s'appelle La Marseillaise, devant des étudiants d'une banlieue très mélangée, disons. Et j'ai vraiment mouillé ma chemise pour essayer de faire comprendre que La Marseillaise avait pu être un chant révolutionnaire et qu'il avait été quand même un chant pour lequel beaucoup de gens étaient morts, disons, alors qu'ils croyaient très franchement tous que c'était un chant récent d'une part, et quand j'ai demandé qui l'avait écrit, il y en a un seul qui a levé la main et qui a dit Zidane. Ah oui, ça c'est un peu déconcertant quand on est historien d'entendre ce genre de réponse. Ouais. Tout à fait. Mais évidemment, la Marseillaise est aujourd'hui un chant qui peut paraître nationaliste. Cela dit, il suffirait probablement que la France soit très réellement menacée, comme elle l'a été, mettons, pendant la guerre, pour que ce chant redevienne, je dirais, formateur d'une forme de défense et de communauté nationale. Ouais, et je prends cet exemple, mais ça n'est pas, je veux dire, j'ai pris cet exemple parce que c'était un symbole connu dans le monde entier, Marseillaise, où j'aurais pu faire la même chose sur le drapeau tricolore. Mais évidemment, ce que j'ai essayé d'étudier, ce sont des choses plus subtiles, plus complexes, et qui composent un ensemble formé par les siècles, chahuté par la Révolution française, meurtri par le XXe siècle, et aujourd'hui, je dirais, approprié par des mémoires et des types de populations très différentes qui, pour s'opposer, à mon avis, ne sont pas pour autant exclus d'une forme de communauté dont ils réclament la reconnaissance. Quel est, à votre avis, aujourd'hui le lieu qui, on va dire, a réussi le plus à unifier le peuple français, ce lieu de mémoire sur lequel tout le monde s'accorde? Parce qu'on voit que sur la Marseillaise, il y a des polémiques, sur le drapeau français aussi. Est-ce que vous avez... Je crois que le match, le mondial de 2000 a été probablement black beurre blanc, enfin je veux dire bleu, blanc, rouge, la France, oui, de toutes les couleurs. Oui, absolument. Ça pour vous, ça reste un moment ça reste un nationale. moment qui est probablement un des moments d'unification ou de communion nationale exceptionnel. Ouais. Et c'est pourtant, aujourd'hui, quand on cherche dans les commémorations justement des moments comme ça d'unité nationale, on ne pense pas toujours à des choses comme ça. Il faut aller chercher parfois des moments inattendus qui ne sont pas forcément liés à l'histoire avec un grand H. Non, mais vous savez, je ne cherche pas les moments de communion nationale, je cherche au contraire en historien à étudier ces commémorations et à voir ce qu'elles veulent dire. Par exemple, on va commémorer le centenaire de la guerre de 14. Eh bien, évidemment, je vais étudier. Il y a quelque chose qui remue probablement davantage que l'on ne pouvait le croire au souvenir de cette guerre de 14, dont on a collectivement l'impression que ça a été le début de tous les malheurs du XXe siècle. Merci Pierre Nora d'avoir été l'invité du Grand Direct ce soir. Merci à vous. Merci de votre invitation.